Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour proclamer les résultats de la 4e édition du concours de nouvelles, le prix Heptaméron. Bonjour David. Bonjour Bérangère. Et bonjour à tous. Nous vous espérons très nombreux en train de nous regarder en ce moment même. Alors, cette 4e édition marque la continuité d'un projet qui nous tient tous à cœur. David Diop nous en dira quelques mots à l'instant. Mais je dis tout de suite que ce prix, ce concours d'écriture de nouvelles ne saurait exister sans l'aide, sans l'accompagnement de plusieurs sponsors, de plusieurs partenaires. Et je vais en citer principalement donc deux. D'une part, la charte qualité, qui est un dispositif à l'intérieur de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour qui accompagne ce type de projet. Et d'autre part, le département des Pyrénées-Atlantiques et en particulier leur département de la communication qui de même accompagne les efforts de notre licence pour augmenter un rayonnement déjà certain. Alors, ce prix, cette 4e édition a eu l'honneur, le plaisir d'être présidé par David Diop et de bénéficier d'un jury constitué de lecteurs venant d'horizons tout à fait divers et même, j'ai envie de dire, d'horizons lointains, puisqu'il y avait des membres de l'université et des professeurs de lettres qui sont nommés dans différents départements, les Landes, les Hautes-Pyrénées, mais également Mayotte. Donc vous voyez, quand je parlais d'horizons lointains, ce que j'entendais par là, je profite évidemment de ce moment pour les remercier très chaleureusement de leur participation et je me permets de les nommer. Donc Chloé Arnaud, Camille Becker, une lauréate de la précédente édition, Vanessa Loubet-Poète, Marie Mondon, Cécile Rochelois, Myriam Turon, Eden Viana Martin. Et en nommant Myriam Turon, j'ai également une pensée pour l'atelier Canopée qui accompagne notre formation de lettres au quotidien dans le lien avec les professeurs dans le secondaire. Voilà, donc ce prix, je vais laisser le président du jury en dire quelques mots bien plus précis que cette introduction. Alors, elle était très précise, ton introduction, Bérangère. Je commence par te remercier parce que c'est toi l'organisatrice de cet événement, de ce prix Heptaméron, et on sait combien c'est compliqué, je le sais, d'organiser un prix pareil. Et puis surtout, je te remercie de m'avoir demandé de présider ce prix parce que ça me flatte extrêmement d'être président du jury après des écrivains comme Georges Semprin, comme Martin Winkler, comme Paul Fournel. Donc je suis le 4e et je suis vraiment très flatté d'avoir été invité à présider ce jury. Alors, mon cas est un peu particulier quand même. C'est que j'ai participé à la création du prix Heptaméron il y a 4 ans. Non, il n'y a pas 4 ans, il y a 9 ans, avec quelques collègues du département des lettres. C'était donc en 2011. Et c'était avant d'être écrivain. Donc, je l'étais peut-être déjà, mais sans le savoir, en fait. Et je crois que j'ai toujours voulu être écrivain, dans le fond, parce que comme les lycéens et les étudiants qui se sont présentés et qui ont envoyé des nouvelles à notre prix Heptaméron, moi aussi, j'ai envoyé une nouvelle, je me souviens. C'était quand j'étais encore étudiant au siècle dernier, enfin à la fin du siècle dernier quand même, hein, je précise. Et c'était un concours qui était organisé par Radio France Internationale et je n'ai pas eu de prix. Mais ça ne m'a pas empêché ensuite de continuer d'écrire. Et donc je suis vraiment très sensible à tous ces concours qui sont adressés aux jeunes écrivains et aux jeunes écrivaines. Et donc voilà, j'ai lu avec très grand plaisir toutes les nouvelles qui ont été envoyées. Alors, tu m'as demandé de donner quelques petites précisions sur le prix Heptaméron. Donc là, je quitte la casquette d'écrivain et je reviens à l'ancien organisateur avec beaucoup d'autres collègues du prix Heptaméron. À l'origine, on avait pensé créer ce prix pour 2 raisons essentielles. La première, c'était qu'il fallait faire connaître notre licence de lettres dans des départements limitrophes, pas simplement dans le 64, mais dans le 65, dans les Landes, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers. Donc le prix visait vraiment à attirer l'attention de notre département des lettres
aux yeux des lycéens de tous ces départements limitrophes. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était que nous voulions imposer un sujet d'écriture à des étudiants et des lycéens pour leur faire mesurer la difficulté d'écrire. On voulait proposer une écriture contrainte. Une nouvelle, c'est très court, c'est très difficile à écrire. Et en plus, on impose un sujet. Alors, cette année, je vais en parler dans quelques instants, on a proposé un sujet qui était différent des années précédentes. Et cette double difficulté nous est apparue comme un moyen d'entrer dans les secrets de la fabrique de l'écriture. Et notamment des grands textes que nous proposons, nous, au département des lettres, depuis la licence jusqu'au doctorat, en passant par les masters, et en pensant aussi aux formations, au CAPES, à l'agrégation. C'était l'idée d'expliquer aux étudiants ou aux lycéens qu'écrire, ça n'allait pas de soi, et leur faire mesurer la difficulté d'écrire, c'était peut-être les engager à aller peut-être lire les textes avec un œil différent. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, ça c'est un proverbe assez banal, mais ça s'applique à l'écriture. L'écriture, c'est une forme d'artisanat. Et donc, on s'entraîne à écrire. Et en s'entraînant à écrire, quand on lit ensuite un grand texte comme Proust, je sais que tu adores Proust, eh bien, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre qu'il y a des difficultés qui ne semblent pas être évidentes quand on lit rapidement le texte, mais quand on essaye d'en produire un, on se rend compte qu'il y a des choses extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Et donc, notre idée à cette époque, et c'est toujours le cas, était d'initier les étudiants et les lycéens à s'intéresser aux procédés de fabrication de récits en les mettant en œuvre eux-mêmes. Et sans le savoir, sans nous l'être formulé clairement, je crois que nous voulions déjà que nos étudiants, que nos candidats, qu'ils soient lycéens, étudiants de lettres, d'histoire, de droit, de biologie, parce que c'est ouvert à tout le monde, eh bien, s'intéressent à l'envers du décor en littérature. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est à ce à quoi j'ai pensé quand, Bérangère, tu m'as demandé de présider ce concours. Je me suis dit, ah bien tiens, j'ai envie de poser la question suivante, donc de proposer aux candidats d'écrire une nouvelle autour de ce thème, l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, ce sont les coulisses, la machinerie théâtrale, ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas à première vue, ce qui se trouve derrière les apparences. Et donc, nous avons donc reçu beaucoup de nouvelles qui s'intéressent à ça, à la machinerie, à l'envers du décor, aux apparences. On a souvent l'impression de découvrir ou de relire ou redécouvrir le mythe de la caverne, c'est-à-dire que beaucoup de candidats nous présentent un personnage qui, eh bien, n'est pas ce qu'il paraît être. Alors, c'était intéressant, mais les nouvelles que nous avons primées, ce sont des nouvelles, et les plus réussies, ce sont celles qui ont montré avec subtilité les coutures de l'écriture, le revers, les revers, ce qui en principe est caché, et suffisamment pour que le lecteur se laisse prendre au jeu ou soit trompé par les apparences du texte qu'il est en train de lire. Et en plus, ça correspond très bien avec le genre de la nouvelle, parce que la nouvelle, elle est adaptée à ce projet, car la nouvelle doit finir sur un coup de théâtre. Mais ce coup de théâtre, il faut qu'il soit préparé, annoncé par des indices plus ou moins cachés, des fils qui sont plus ou moins apparents. Alors il y a des fausses coutures, il y a des faux ourlets, et le piège dans lequel on tombe, nous lecteurs, bien, nous fait plaisir. Et donc là, l'envers du décor, c'est un travail sur l'écriture, un travail de broderie sur l'écriture. Alors merci Bérangère de m'avoir invité à présider ce jury. Tu as cité les noms, ça a été vraiment un plaisir
discuter avec vous au moment de choisir les lauréats. Et donc, voilà, je suis très content aussi d'avoir lu ces belles nouvelles d'écrivains en herbe comme je l'ai été. Peut-être comme je le suis toujours, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre à couturer. Merci. Merci beaucoup, David. Après ces mots de remerciement et ce retour effectivement sur le prix, je vais te rendre la parole, mais pour une partie qui intéresse peut-être davantage le public qui nous suit en ce moment. Et nous t'écoutons. Alors, je vais donner d'abord, dans l'ordre, le nom des étudiants lauréats du prix Heptaméron de la Nouvelle de l'année 2020. Et le premier prix, donc, dans la catégorie des étudiants, a été décerné à Peyo Ponce, qui est donc étudiant en Master 2 enseignement espagnol, pour un texte qui s'intitule « Les roses de Carlitos ». Alors c'est une très belle nouvelle qui met en scène d'une façon très intelligente et très originale l'envers d'un décor social et sentimental. Et le moindre détail dans cette nouvelle fait sens, ce qui correspond absolument à la définition du genre de la nouvelle. Donc voilà, félicitations donc à Peyo Ponce, qui a écrit cette nouvelle qui s'intitule « Les roses de Carlitos » et qui lui vaut le premier prix du prix Heptaméron dans la catégorie étudiante. Le deuxième prix a été décerné à Megan Guy, qui est, elle, inscrite en Master 2 Recherche poétique et histoire littéraire. Et sa nouvelle s'intitule « Locus Amoenus ». Là encore, c'est une très belle nouvelle qui situe la narratrice dans un lieu idyllique, on va dire prénatal. S'il n'y a pas vraiment d'effet de surprise, le jury salue la grande qualité d'écriture de cette nouvelle, une écriture qui a de la profondeur et qui témoigne d'une belle naissance à l'écriture. Donc, félicitations à Megan Guy, qui est en Master 2 Recherche poétique et histoire littéraire. Le troisième prix, dans la catégorie étudiant, est décerné à Arthur Marinesque, qui est un étudiant en troisième année de droit. Alors sa nouvelle a un titre qui n'est pas original pour nous, L'envers du décor, mais c'est une nouvelle qui a plu au jury parce que, alors, je prends mes notes. Elle a un caractère frappant, elle a un caractère très spécial, parce que la situation où se trouve le narrateur est assez désagréable. Et l'ironie avec laquelle il semble évoquer l'envers du décor d'un restaurant, donc je n'en dis pas plus parce que je pense qu'on va publier ces nouvelles, il faut laisser un peu un effet de surprise, eh bien, est assez effrayant. Donc, âme sensible, s'abstenir de lire. Ce qui est la meilleure façon de pousser les gens à lire, c'est de leur dire « ne lisez pas ». Voilà, donc voilà le troisième lauréat dans la catégorie étudiant, et qui est donc un étudiant de droit, Arthur Marinesque. Merci beaucoup. Et alors, sans plus attendre, pour ne pas les laisser trop impatients à leur tour, nous allons t'écouter, David, nous donner le nom des lauréats lycéens. Alors, le premier prix est attribué à Kyrio Robin, du lycée climatique Billère d'Argelès-Gazost. Alors, sa nouvelle est très courte et elle est intéressante par la façon dont elle construit sa fin, qui est assez inattendue. C'est un véritable coup de théâtre. C'est un coup de théâtre, je dirais, royal. Le titre est bien trouvé, « Sic transit gloria mundi ». Ainsi passe la gloire du monde. En fait, la citation complète dans l'Ecclésiaste, c'est « Sit transit gloria mundi, vanitas vanitatum et omnia vanitas ». Vanité des vanités, tout est vanité, dans l'Ecclésiaste. Donc, très joli titre et très jolie nouvelle, assez courte, mais percutante. Le deuxième prix dans la catégorie lycéen est adressé et décerné à Clélie Pigelet Patouo.
Elle est à la cité scolaire Gaston Phébus à Orthez. Et elle est primée pour une nouvelle qui s'intitule Made in China. Cette nouvelle a plu au jury pour son engagement. Nos objets de consommation courante, si beaux, si évolués d'un point de vue technologique, sont souvent fabriqués dans des conditions inhumaines. Et donc, Clélie a mis en scène une sorte d'envers du décor aseptisé de notre monde. Donc, deuxième prix, jolie nouvelle aussi. Troisième prix dans la catégorie lycéen, Egoa. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien noté son nom. Egoa Hong, voilà. Du lycée René Cassin à Bayonne, qui est récompensé pour sa nouvelle intitulée L'envers du décor. Donc, c'est l'histoire d'un rêve dans un rêve. Et cette histoire est construite d'une façon telle que le lecteur se demande si le narrateur vit son rêve ou si il rêve sa vie. Bon, donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Leonardo DiCaprio comme acteur principal et qui s'appelle Inception. C'est vraiment proche de cette idée d'une mise en abîme du rêve dans le rêve. Donc, très jolie nouvelle également. Voilà, Bérangère, nos 6 lauréats dans la catégorie d'une part étudiants et puis d'autre part dans la catégorie lycéen. Merci beaucoup, David. Je t'en prie. Merci pour tout. Merci pour ce bon déroulement, pour ces délibérations qui ont été en effet si enrichissantes, si intéressantes, si agréables sous ton organisation. Et voilà, merci beaucoup pour tout. Moi, je n'ai fait que lire. Hein. Oui. C'est bien. C'est toi qui as tout organisé. Alors, à ce propos, pour une partie du prix, oui, mais pour une autre, pas du tout. Et c'est le moment pour moi d'adresser une autre partie des remerciements très, très chaleureux, avec également beaucoup de reconnaissance envers Eden Yana Martin, que l'on va entendre. Pourquoi ? Parce qu'elle a accompagné l'organisation de ce prix par un projet initié dans le cadre de notre licence de lettres avec des étudiants du parcours cinéma, théâtre, danse. Mes remerciements vont aussi à eux. Et ce projet, c'est celui d'une lecture en musique d'extraits du roman de David Diop, Frère d'âme, donc, dont nous allons entendre des extraits mis en musique dans les instants à venir. Et je remercie plus précisément les voix que nous allons avoir le plaisir d'écouter. Élodie Dételot, Lilou Gallois, Axel Pomarès, Eden Viana Martin. Je remercie également Nico Martin-Sagara pour les percussions et pour les voix. Je remercie aussi Didier Touillet pour le clavier, le bugle, la trompette. Je remercie encore pour le son, pour la lumière, Frédéric Barrère, Enzo Rodero, dont j'ai pu apprécier le professionnalisme et l'investissement ce matin. Merci. Je remercie encore Nathalie Delorme et Vanessa Biraghi pour la caméra. Et j'essaye de n'oublier personne, j'espère n'oublier personne. Merci aussi à toute l'organisation d'Enfin Jeudi, Sylvie Dagriou et Anaïs Bussiarelli. Merci également à Yvette, merci à Christelle, merci à Marie-Christine. Elles se reconnaîtront pour tout ce petit travail de vérification si important pour la bonne tenue du concours. Voilà, donc merci à tous et je cède la place avec grand plaisir à Eden et aux autres artistes que nous allons avoir le plaisir d'entendre. Je sais, j'ai compris. Je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, fils du très vieil homme, j'ai compris. Je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi. Je peux penser ce que je veux. Mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis défigurés, estropiés, éventrés, tels que Dieu aura honte de les voir arriver dans son paradis, où le diable se réjouira de les accueillir dans son enfer, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien. Mon vieux père n'en saura rien et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort.
Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de la famille sera sauf l'honneur de façade. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé, mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'est élevée dans ma tête pour me l'interdire. Les voix de mes ancêtres, celles de mes parents, se sont tues quand j'ai pensé faire ce que j'ai fini par faire. Je sais maintenant. Je te jure que j'ai tout compris quand j'ai pensé que je pouvais tout penser. C'est venu comme ça, sans s'annoncer. Ça m'est tombé sur la tête brutalement, comme un gros grain de guerre du ciel métallique, le jour où Mademba Diop est mort. Ah, Mademba Diop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Ça a été très, très difficile. Ça n'en finissait pas. Du matin aux aurores, au soir, les tripes à l'air, le dedans dehors, comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice. Lui, Mademba, n'était pas encore mort qu'il avait déjà le dedans du corps dehors. Pendant que les autres s'étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu'on appelle les tranchées, moi, je suis resté près de Mademba, allongé contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu froid sillonné de métal. 3 fois il m'a demandé de l'achever. 3 fois j'ai refusé. C'était avant de m'autoriser à tout penser. Si j'avais été alors tel que je suis devenue aujourd'hui, je l'aurais tué la première fois qu'il me l'a demandé. Sa tête tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. Par la vérité de Dieu, si j'étais déjà devenu celui que je suis maintenant, je l'aurais égorgé comme un mouton de sacrifice. Par amitié. Mais j'ai pensé à mon vieux père, à ma mère, à la voix intérieure qui ordonne. Et je n'ai pas su couper le fil barbelé de ses souffrances. Je n'ai pas été humain avec Mademba, mon plus que frère, mon ami d'enfance. J'ai laissé le devoir dicter mon choix. Je ne lui ai offert que des mauvaises pensées, des pensées commandées par le devoir, des pensées recommandées par le respect des lois humaines. Et je n'ai pas été humain. Ah, Mademba, comme j'ai regretté de ne pas t'avoir tué dès le matin de la bataille, alors que tu me le demandais encore gentiment, amicalement, un sourire dans la voix. T'égorger à ce moment-là aurait été la dernière bonne plaisanterie que j'aurais pu te faire dans la vie. Une façon de rester amis pour l'éternité. Mais au lieu de m'exécuter, je t'ai laissé mourir en m'insultant, pleurant, bavant, hurlant, chiant sous toi comme un enfant fou. Au nom de je ne sais quelles lois humaines, je t'ai abandonné à ton sort misérable. Peut-être pour sauver mon âme, peut-être pour rester tel que ceux qui m'ont élevé ont voulu que je sois devant Dieu et devant les hommes. Mais devant toi, Mademba, je n'ai pas été capable d'être un homme. Je t'ai laissé me maudire, mon ami, toi, mon plus que frère. Je t'ai laissé hurler, blasphémer, parce que je ne savais pas encore penser par moi-même.
Mademba, Mademba Diop, Mademba. 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 Par la vérité de Dieu, le jour de sa mort, je n'ai pas mis de temps à retrouver Mademba Diop éventrée sur le champ de bataille. Je sais, j'ai compris ce qui s'était passé. Mademba me l'a raconté alors que ses mains ne tremblaient pas encore, alors qu'il me demandait encore gentiment, amicalement, de l'achever. Il était en pleine attaque de l'ennemi d'en face, le fusil dans la main gauche et le coupe-coupe dans la main droite. Il était en pleine action, en pleine comédie de sauvagerie quand il est tombé sur un ennemi d'en face qui faisait le mort. Il s'est penché pour le regarder, comme ça, en passant, avant d'aller plus avant. Il s'est arrêté pour regarder l'ennemi mort qui faisait semblant. Il l'a dévisagé parce qu'il avait quand même des doutes, un court instant. Le visage de l'ennemi d'en face n'était pas gris comme celui des morts blancs ou noirs. Celui-là avait l'air de jouer la comédie de la mort. Pas de quartier. Il fallait l'achever au coupe-coupe, avait pensé Mademba. Il ne fallait pas être négligent. Cet ennemi d'en face, à demi-mort, il devait le retuer, par précaution, pour ne pas avoir à regretter qu'un frère d'armes, qu'un camarade passant par le même chemin, reçoive un mauvais coup. Pendant qu'il pense à ses frères d'armes, à ses camarades, qu'il faut sauver de l'ennemi à demi-mort, pendant qu'il prévoit le mauvais coup porté à d'autres que lui, à moi peut-être, son plus que frère, qui le suit d'assez près, pendant qu'il se dit qu'il faut être vigilant pour les autres, il ne l'est pas pour lui-même. Mademba m'a raconté gentiment, amicalement, souriant encore, que l'ennemi a ouvert grand ses yeux avant de lui déchirer le ventre de bas en haut, d'un geste sec, avec sa baïonnette qu'il tenait cachée dans sa main droite, sous un pan de son grand manteau. Mademba, tout souriant encore du coup que l'ennemi à demi-mort lui avait fait, m'a raconté calmement qu'il n'avait rien pu faire. Il me l'a raconté au début, pendant qu'il ne souffrait pas trop, peu avant sa première supplication amicale de l'achever. Sa première supplication adressée à moi, son plus que frère, Alpha Ndiaye, dernier fils du vieil homme. Avant que Mademba ait pu réagir, avant qu'il ait pu se venger, l'ennemi, qui avait encore de beaux restes de vie, s'était enfui vers ces lignes. Entre sa première et sa deuxième supplication, j'ai demandé à Mademba de me décrire d'en face, de me décrire l'ennemi d'en face qu'il avait étripé. Il a les yeux bleus, m'a murmuré Mademba, comme j'étais allongée à ses côtés à regarder le ciel cisaillé de métal. J'ai insisté. Par la vérité de Dieu, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a les yeux bleus. J'ai insisté encore et encore. Est-il grand? Est-il petit? Est-il beau? Est-il laid? Et Mademba Diop m'a chaque fois répondu que ce n'était pas l'ennemi d'en face que je devais tuer,
que c'était trop tard, que l'ennemi avait eu sa chance de survie. Celui qu'il fallait désormais que je retue, que j'achève, c'était lui, Mademba. Mais par la vérité de Dieu, je n'ai pas vraiment écouté Mademba, mon ami d'enfance, mon plus que frère. Par la vérité de Dieu, je n'ai pensé qu'à étriper l'ennemi aux yeux bleus, le demi-mort. Je n'ai pensé qu'à éventrer l'ennemi d'en face et j'ai négligé mon Mademba Diop à moi. J'ai écouté la voix de la vengeance. J'ai été inhumain dès la deuxième supplication de Mademba Diop qui me disait « Oublie l'ennemi aux yeux bleus, tue-moi maintenant parce que je souffre trop. Nous sommes de la même classe d'âge. Nous avons été circoncis le même jour. Tu as vécu chez moi. J'ai grandi sous tes yeux. Tu as grandi sous les miens. Alors, tu peux te moquer de moi. Je peux pleurer devant toi. Je peux tout te demander. Nous sommes plus que frères puisque nous nous sommes choisis comme frères. S'il te plaît, Alpha, ne me laisse pas mourir comme ça, les tripes à l'air, le ventre dévoré par la douleur qui mord. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau ou s'il est laid, l'ennemi aux yeux bleus. Je ne sais pas s'il est jeune comme nous ou s'il a l'âge de nos pères. Il a eu sa chance, il s'est sauvé. Il n'est plus important maintenant. Si tu es mon frère, mon ami d'enfance, si tu es celui que j'ai toujours connu, que j'aime comme j'aime ma mère et mon père, alors je te supplie une deuxième fois de m'égorger. Ça t'amuse de m'entendre geindre comme un petit garçon, de regarder fuir ma dignité honteuse de moi? Mais j'ai refusé. Ah, j'ai refusé. Pardon, Mademba Diop. Pardon, mon ami, mon plus que frère, de ne pas t'avoir écouté avec le cœur. J'ai su. J'ai compris. Je n'aurais pas dû tourner mon esprit vers l'ennemi d'en face aux yeux bleus. Je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû penser à ceux qui réclamaient vengeance dans ma tête, labourée par tes pleurs, ensemencée par tes cris, alors que tu n'étais même pas encore mort. Et puis, j'ai entendu une voix puissante et imposante qui m'a forcé à ignorer tes souffrances. N'achève pas ton meilleur ami, ton plus que frère. Ce n'est pas à toi de lui ôter la vie. Ne te prends pas pour la main de Dieu. Ne te prends pas pour la main du diable. Alpha Ndiaye, pourras-tu te présenter devant le père et la mère de Mademba, sachant que c'est toi qui l'auras achevé, que c'est toi qui auras fini le travail de l'ennemi aux yeux bleus? Non, je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû écouter cette voix explosant dans ma tête. J'aurais dû la faire taire pendant qu'il était encore temps. J'aurais déjà dû commencer à penser par moi-même. J'aurais dû, Mademba, t'achever par amitié pour que tu cesses de pleurer, de gigoter, de te tortiller, tâchant de faire rentrer au-dedans de ton ventre ce qui en était sorti, aspirant l'air comme un poisson, tout juste pêché.
Faritiam m'a pris par la main, m'a regardé dans les yeux, et puis, discrètement, plus bas. Ensuite, Farid s'est détaché du cercle d'amis où nous étions. Et moi, peu après son départ, j'ai dit au revoir à tout le monde et j'ai suivi de loin Farid qui se dirigeait vers le fleuve. À Gandiol, les gens n'aiment pas aller se promener la nuit vers les berges du fleuve à cause de la déesse Mamekumbabang. Faritiam et moi, nous n'avons croisé personne grâce à la peur de la déesse du fleuve. Farid et moi, nous avions trop envie de faire l'amour pour avoir peur. Par la vérité de Dieu, Farid ne s'est pas retournée une seule fois. Elle s'est dirigée vers une petite forêt d'ébéniers non loin du fleuve en contrebas. Elle s'y est enfoncée et je l'ai suivie. Quand je l'ai retrouvée, j'ai deviné que Farid avait le dos appuyé contre un arbre. Elle était debout face à moi. Elle m'attendait. C'était la pleine lune, mais les ébéniers étaient assez proches les uns des autres pour faire de l'ombre à la lune. Je devinais Farid le dos appuyé contre un arbre, mais par la vérité de Dieu, je ne pouvais même pas voir son visage. Farid m'a attiré contre elle et j'ai senti qu'elle était nue. Faritiam sentait l'encens et l'eau végétale du fleuve à la fois. Farid m'a déshabillé et je l'ai laissé faire. Farid m'a entraîné au sol et je me suis allongé sur elle. Avant Farid, je ne connaissais pas la femme. Avant moi, Farid ne connaissait pas l'homme. Sans savoir comment, je suis entré dans l'intérieur du milieu du corps de Farid. Par la vérité de Dieu, l'intérieur du corps de Farid était incroyablement doux, chaud et humide. Je suis resté longtemps sans bouger, palpitant dans l'intérieur de Farid. Puis, tout à coup, elle s'est mise à rouler des hanches sous moi. D'abord tout doucement, ensuite de plus en plus vite. Si je n'avais pas été dans le dedans de Farid, j'aurais certainement ri tellement nous devions être heureux à la voir. Parce que moi aussi, j'ai commencé à secouer dans tous les sens mes reins. Et chacun de mes mouvements était récompensé par un coup de rein de Faritiam. Farid me donnait des coups de rein en gémissant, et moi, je lui rendais des coups de rein en gémissant aussi. Par la vérité de Dieu, si ça n'avait pas été aussi bon, si j'avais pris le temps de nous regarder en pensée, gigoter l'un contre l'autre de cette façon, j'aurais beaucoup ri. Mais je ne pouvais pas rire, je ne pouvais que gémir de joie dans le dedans de Faritiam. À force d'agiter comme ça le milieu de notre corps dans tous les sens, ce qui arrive toujours est arrivé cette fois aussi. J'ai joui dans le dedans de Farid et j'ai joui en criant. C'était fort et beaucoup mieux qu'avec ma main. Faritiam a crié aussi à la fin. Heureusement que personne ne nous a entendus. Quand nous nous sommes relevés, Farid et moi, nous tenions à peine sur nos jambes. Je ne voyais pas son regard dans la pénombre du bosquet d'ébéniers. Pourtant, la lune était pleine. Elle était énorme. Elle était presque jaune, comme un petit soleil reflété sur l'eau végétale du fleuve. Elle éteignait les étoiles autour d'elle, mais les ébéniers nous protégeaient de son éclat. Faritiam s'est rhabillée et elle m'a aidé à me rhabiller comme un petit enfant. Farid m'a embrassé sur la joue, puis elle s'est éloignée vers Gandiol, sans se retourner. Je suis resté là à regarder la lune flamber sur le fleuve. Je suis resté longtemps à regarder le fleuve en feu, sans penser à rien. Par la vérité de Dieu, ça a été la dernière fois que j'ai vu Faritiam avant de partir pour la guerre.
faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari, fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari, fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari, fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari. Fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari, fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari, fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari, fari, oh faridiam, fari, fari, oh faridiam, oh fari. Fari faridiam, 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 fari faridiam. Le deuxième dessin que j'ai fait au docteur François, ça a été le portrait de Mademba, mon ami, mon plus que frère. Ce dessin-là a été moins beau. Non pas parce que je l'ai moins réussi, mais parce que Mademba était vilain. Je le pense encore, même si ce n'est pas tout à fait vrai.
parce que, malgré la mort qui nous sépare, la parenté à plaisanterie existe toujours entre nous deux. Mais si Mademba n'était pas aussi beau que moi à l'extérieur, à l'intérieur, il l'était plus. Quand ma mère est partie sans retour, Mademba m'a accueilli chez lui. Il m'a pris par la main et m'a fait entrer dans la concession de ses parents. Mon installation chez Mademba s'est faite petit à petit. J'y ai dormi une nuit, puis 2 d'affilée, puis 3. Par la vérité de Dieu, mon entrée dans la vie de la famille de Mademba Diop s'est faite doucement. Je n'avais plus ma maman. Mademba, qui avait de la peine pour moi, plus que toute autre personne à Gandiol, a voulu que sa maman m'adopte. Mademba m'a pris par la main et m'a conduit à Aminatassar. Il a mis ma main dans celle de sa mère et lui a dit « Je veux qu'Alpha Ndiaye vive chez nous, je veux que tu deviennes sa maman. » Les coépouses de mon père n'étaient pas méchantes. Elles étaient même gentilles avec moi, surtout la première, la mère de Ndiaga et de Saliou. Mais, malgré tout, je suis sortie tout doucement de ma famille pour entrer dans celle de Mademba. Mon père, ce vieil homme, l'a accepté sans rien dire. Il a dit oui à Aminatassar, la mère de Mademba qui voulait m'adopter. Mon père a même demandé à sa première femme, Aïda Mbengue, de donner à chaque tabaski la plus belle part du mouton sacrifié à Aminatassar. Il a même fini par envoyer, chaque année, un mouton entier de sacrifice dans la concession de la famille de Mademba. Mon père, ce vieil homme, ne pouvait pas me voir sans avoir envie de pleurer. Je sais, j'ai compris que je ressemblais trop à sa peine d'eau. Je crois désormais savoir qui je suis. Je te jure, par la vérité de Dieu, que la petite voix venue de très, très loin dans ma tête me l'a laissé deviner. La petite voix a senti que mon corps ne pouvait pas tout me révéler sur moi-même. La petite voix a compris que mon corps m'était équivoque. Je te jure que mon corps sans cicatrice est un corps étrange. Les lutteurs, les guerriers ont des cicatrices. Je te jure, par la vérité de Dieu, qu'un corps de lutteur sans cicatrice, ce n'est pas un corps normal. Ça veut dire que mon corps ne peut pas raconter mon histoire. Ça veut dire aussi, ça c'est la petite voix qui me l'a dit de très, très loin, que mon corps est celui d'un homme. Le corps d'un dévoreur d'âmes a toutes les chances de ne pas porter de cicatrices. Mais à présent que j'y pense profondément, maintenant que je me retourne sur moi-même, par la vérité de Dieu, je sais, j'ai compris qu'Alpha m'a cédé une place dans son corps de lutteur par amitié, par compassion. Je sais, j'ai compris qu'Alpha a entendu la première supplication que je lui ai lancée du tréfonds de la terre à personne le soir de ma mort. Parce que je ne voulais pas rester seule au milieu de nulle part sous une terre sans nom. Par la vérité de Dieu, je te jure qu'à l'instant où je nous pense, désormais lui est moi, et moi suis lui. Désormais, lui est moi, et moi suis lui. Un très grand merci tout d'abord à David Diop pour ce texte qui est
vraiment magnifique, très, très émouvant. Voilà, je pense que l'émotion se ressent là chez nous, en tout cas. Très grand merci aux étudiants de CTD qui ne pouvaient pas être là, car les conditions sanitaires ne le permettaient pas, mais qui sont au tout début de ce projet. Tout d'abord, la promotion de l'année dernière, la promotion de 3e année de l'année dernière, ils sont tous cette année en master, voilà, donc un grand merci à eux. Et la promotion de cette année de L3, donc cinéma, théâtre, danse, vous avez pu entendre les voix d'Élodie Dételot, Lilou Gallois et Axel Pomarès. Donc un grand merci à vous, un grand bravo à vous. Voilà. Et merci du fond du cœur à tous les amis qui sont ici à la technique, que ce soit du côté de la centrifugeuse, du côté du pôle Artis ou de Radio Campus. Vraiment un immense merci et bien sûr, surtout à Bérangère Morichot et David Diop. Et Nicolas Martin-Sagara et Didier Touillet, bien sûr, percussion voix et clavier, bugle et trompette. Merci. Alors, je pense qu'il y a une surprise qui nous attend du côté de Skype. C'est ça, Bérangère ? Oui, je reprends le micro. Alors, je vais essayer de ne pas me noyer dans la technique. Et c'est parti. Ah. Allô ? Oui. Oui. Alors, je vais laisser David ou moi. Bonjour. Oui. Vous êtes Peyo, c'est ça? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, je crois qu'on a un petit souci. Ok, alors je vais prendre la suite. J'ai une question sur le micro en fait qui reçoit. Donc je vais prendre la suite. Peyo, est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Oui. Alors on vous appelle simplement pour vous demander si vous avez bien pu suivre les résultats. Oui, tout à fait. Et pour avoir votre réaction. Bah, écoutez, c'est un peu particulier de recevoir cette nouvelle derrière l'ordinateur, puis de prendre la parole après la lecture des très beaux textes qui inspirent l'humilité. C'est un peu intimidant, mais je suis très très content et puis très honoré aussi, vu la qualité du jury. Mais écoutez, nous vous remercions, le jury, je me permets de parler au nom du jury, nous vous remercions pour le texte que vous nous avez adressé. Les membres du jury ont pris beaucoup de plaisir à lire ce texte et merci et bravo à vous. Voilà, donc à très vite pour la suite, parce qu'il y aura une suite pour ce projet. Très bien, merci. Alors, je vais essayer. Comment je reviens à l'équipe? Voilà. Alors, donc, pardon pour le petit temps, on est sur du direct, donc, hop, hop, voilà, et hop. On est en train d'appeler Mégane. Alors, oui. Mégane? Oui, bonjour. Bonjour Mégane. Donc, est-ce que vous nous avez suivis, je pense? Oui, oui, je vous ai suivi depuis le début. Félicitations. Alors, Merci. votre réaction? Je suis plutôt émue d'abord et puis assez surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Déjà, j'avais oublié l'existence de ce concours. Ah, pardon. Oui. Oui. Je vais vous laisser. Alors, donc, Mégane, vous êtes dans un parcours de littérature, donc je vais vous laisser échanger avec David Diop. Oui. Alors. Bon, Mégane, c'était une très belle nouvelle.
C'est très drôle Merci. parce que je vous ai entendu hier en exposé. Oui, Et c'est voilà, vous travaillez sur un roman d'anticipation, et là, c'est quand même une nouvelle qui est très éloignée de ce sur quoi vous travaillez hier. Mais le jury, il n'y a pas que moi, évidemment, on a discuté avec le jury et on a tous été vraiment charmés par votre nouvelle et l'écriture de votre nouvelle. Donc, persévérez. Merci. Surtout venant de vous, c'est très. Ça me flatte beaucoup parce que vous avez écrit un roman récemment et ça me fait vraiment plaisir de recevoir ces compliments de votre part. Merci à vous, Mégane. À bientôt et bon courage pour tout. Merci, au revoir. Merci Mégane. Alors, nous enchaînons. Hop. Donc, comme vous l'entendez avec le direct, hop. Donc, je jongle avec différents supports. Pardon pour... et voici. Hop. Donc, nous appelons cette fois-ci Arthur Marinesque. Allô? Bonjour, Arthur. Oui, bonjour. Donc, félicitations pour Merci. ce prix, pour une nouvelle qui est assez gore, on va dire. Hein. Mais elle est bien écrite. Et alors, j'ai dit à un moment donné, pendant les délibérations du jury, que je vous trouvais un petit style rabelaisien. Donc, je maintiens. Voilà. Donc, mais c'est à vous dégoûter d'aller au restaurant. Ouais, c'est clair que je suis allé un peu long dans l'envers du décor. Bon, en tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup. Je souhaite remercier tous les membres du jury et puis toutes les personnes qui ont participé à monter ce concours, et aussi à tous les artistes et les voix qui nous ont permis d'assister à cette représentation qu'on vient d'écouter. Merci Arthur. Et continuez à écrire. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il nous reste encore plusieurs personnes à essayer de joindre. Pour l'instant, à part un petit doute sur un micro, le reste fonctionne, un doute de ma part. Pardon David, du coup j'ai... Hop, voilà. Donc, nous allons essayer de joindre maintenant Clélie, qui est une participante lycéenne du lycée d'Orthès. Bonjour Clélie. Allô? Allô? Allô Clélie. Vous m'entendez? Allô? Clélie, est-ce que vous nous entendez? Ah oui, maintenant oui. Ah, donc peut-être qu'effectivement... Bonjour Clélie, vous nous reconnaissez peut-être? Est-ce que vous nous avez suivis à l'instant en direct? Oui, je vous ai suivi depuis le début. Bon, très bien, félicitations. Alors, je me permets, je crois qu'on a un petit doute sur le micro qui peut échanger avec vous. Donc, je me permets de parler au nom du jury. Bravo pour votre participation et puis pour le texte que vous nous avez envoyé. On a eu beaucoup de plaisir à le lire. Votre réaction, alors c'est un prix effectivement qui a duré un petit peu par rapport aux conditions qu'on connaît actuellement. Votre réaction, Clélie? Merci beaucoup. Déjà, je suis très honorée et je m'y attendais pas du tout. Sincèrement, j'avais complètement oublié ce que j'avais écrit et c'est quand vous avez parlé du titre, etc., que je m'en suis souvenue. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment émue. Bon. Bravo Clélie. Et si vous avez oublié ce que vous avez écrit, c'est que vous êtes en train d'écrire autre chose peut-être. Oui, mais c'est personnel et c'est surtout pour m'amuser, pour m'entraîner. Bon, mais c'est très bien, continuez. Si vous vous amusez Merci en beaucoup. écrivant, c'est ça l'essentiel. Prendre du plaisir à écrire. Au revoir. Ça a coupé, je suis désolée, j'ai pas une bonne connexion. Ok. Clélie, juste, alors du coup, on va simplement vous remercier et puis on reprendra contact pour la suite. Voilà, merci à vous Clélie. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir Clélie.
Et alors, je fais donc un dernier essai de connexion. Voilà. Alors, hop. Nous allons essayer de joindre maintenant Egoa, qui est elle aussi une lycéenne au lycée René Cassin de Bayonne. Allô? Allô, Egoa? J'entends pas. Egoa? Ah, Egoa, je crois qu'on a des difficultés techniques. Egoa? Allô? Oui, allô? Oui. Alors, je vais vous laisser parler avec David Diop. Peut-être que vous nous avez suivis, je l'espère? Oui. Bon, écoutez, félicitations, Egoa. J'avais une question. Est-ce que vous avez vu le film dont le personnage principal était Leonardo DiCaprio, Inception? Non, je le connaissais que de nom. Bon, bah écoutez, c'est un film qui parle du rêve dans le rêve, un peu comme dans votre nouvelle. Alors si vous pouvez aller le voir, vous verrez qu'il y a une communauté entre vous de vues sur le rêve dans le rêve. Et le jury a vraiment apprécié ces mises en abîme du rêve dans le rêve. Et félicitations à vous. Merci beaucoup. Et est-ce que vous continuez d'écrire? Oui, de temps en temps, quand je peux. Bon, mais écoutez, continuez alors à écrire quand vous pouvez. Merci beaucoup. À très bientôt. Enfin, à très bientôt. J'espère vous lire une autre fois. Au revoir. Au revoir. Félicitations. Merci. Bien, merci à tous. Merci à toi, David. Je vais te laisser conclure en te disant juste avant une dernière fois merci pour tout. Voilà. Écoutez, moi, si je pouvais, si je dois remercier, je remercierai tout le monde. Bon, quand j'ai vu Bérangère tout à l'heure, la liste des personnes que tu as remerciées, impossible pour moi de me souvenir. Mais je voudrais remercier tout particulièrement, alors toi, Bérangère, qui a organisé ce prix Heptaméron de la Nouvelle, mais aussi Nicolas, Didier et Eden, qui ont mis en musique et en émotion mon texte. C'est-à-dire qu'il y a une subtilité dans la musique. Par exemple, à un moment donné, Didier a joué un air qu'on entend toujours sur les champs de bataille, ou en tout cas quand on bat le rappel des troupes. Et ensuite, il y avait de subtiles variations autour de ce rappel, de cette phrase-là. Et on sent bien qu'il y a, de ce point de vue-là, un rapprochement à faire entre l'écriture de la musique et l'écriture tout court, l'écriture de textes de fiction. Alors, merci beaucoup, vraiment, c'était magnifique et très émouvant. J'ai l'impression chaque fois de redécouvrir des merveilles cachées, notamment quand la musique est jouée par des musiciens aussi talentueux, c'est extraordinaire. Merci à tous, voilà, merci. À bientôt. Pour le prochain concours, pour le prochain prix Heptaméron, où là, cette fois-ci, je ne serai pas président de jury. On ne peut pas l'être 2 fois. Voilà. Donc c'est une première, une dernière fois, et c'est mieux comme ça. Et c'est en même temps très émouvant parce que c'est un instant qui passe et qui ne se renouvellera plus, mais qui a été et qui sera essentiel dans ma mémoire, qui restera dans ma mémoire. À très bientôt.